En plein cœur de l'Afrique, du golfe de Guinée au lac Tchad, s'étend le vaste territoire du Cameroun. Les pluies, les tornades et l'humidité étouffante de la forêt rendent l'existence difficile aux tribus qui y sont installées. Derrière le mont Cameroun, sur les hauts plateaux, vivent les Bamileke. Actifs, industrieux, leurs principales occupations sont la chasse, la danse et la fabrication des haies pour délimiter leurs biens. Les femmes s'occupent des travaux domestiques et cultivent les champs, car la femme communique à la terre sa fécondité. Pour construire leurs cases, les Bamileke ne disposent que d'herbes, de terre et de bambou. Rien n'est laissé au hasard de l'improvisation. On trouve sur le chantier tous les spécialistes de la construction, depuis le maçon et le couvreur jusqu'au charpentier. Tous ont le sens de l'entraide lorsqu'il s'agit de bâtir. Du plus pauvre au plus riche, chacun répond à l'appel du voisin et vient travailler sous les ordres du chef et des notables. Autrefois, les murs étaient entièrement faits de bambous entrecroisés. De la terre humide, longuement malaxée, appelée poto-poto, était bourrée ensuite entre les bambous. Aujourd'hui, les Bamileke se servent de briques en terre, fabriquées le plus souvent sur place, à l'endroit où la case sera construite. Quant aux bambous, on les emploie seulement pour la construction de la toiture, qui forme une énorme masse conique au-dessus de la case. Voici le plafond orné parfois d'une natte d'écorce de bambou. À peine le plafond est-il placé que les éléments de la toiture, fabriqués au sol, sont déjà prêts à être posés. Grâce à cette organisation, une case est construite en moins de 20 jours. Une fois terminée, certaines atteignent la hauteur d'une maison de plusieurs étages. Les jeunes,
font leur apprentissage avec bonne humeur. Dans cette immense toiture en forme de panier d'osier, tout est minutieusement étudié et chaque élément a son importance. L'armature bien triangulée supporte un plateau qui accuse la courbure des bambous et donne à l'ensemble sa forme conique. Entre les anneaux horizontaux s'accrocheront les herbes qui constitueront la couverture du toit. Le transport des lourdes bottes d'herbe est réservé aux femmes, bien modeste contribution à l'œuvre commune. L'épaisseur de la première couche d'herbe sert d'isolant. La seconde, plus résistante, empêchera l'infiltration des eaux. L'immense toiture est utilisée pour engranger les récoltes. Lorsque la chaleur est étouffante, l'air emprisonné à l'intérieur joue le rôle d'un isolant thermique. Plus un paysan bamiléké a de femmes, plus il est riche. Et sa ferme comprend de 5 à 10 cases. Le chef de la tribu, lui, est plus exigeant. Sa demeure, appelée la chefferie, toujours construite sur le versant descendant des collines, comprend des centaines de cases. Près de l'entrée se trouve la case tam-tam et celle des ancêtres. Cette disposition, on la trouve dans tout le pays bamiléké à 200 km à la ronde. Il y a les cases des femmes qui sont ici, celles du chef entouré de ses favorites et de ses serviteurs. Puis, disséminées autour de la chefferie, les cases des paysans et celles où se réunissent les notables. Il en est toujours ainsi. Pourquoi? Parce que la tradition l'exige. Plus tard, lorsque le chef actuel sera mort, sa statue sera sculptée dans le bois et posée à l'entrée de la chefferie où se trouve déjà celle de ses aïeux. Lui aussi veillera au respect des coutumes ancestrales de la tribu. Car pour le peuple bamiléké, la voix des ancêtres est la loi respectée de tous. Elle, seule, commande les décisions des notables lorsqu'ils se rendent aux réunions secrètes. Beaucoup plus loin dans le nord Cameroun, près du lac Tchad, la contrée change d'aspect. Elle est traversée par le Logone qui irrigue la région durant la saison des pluies.
Cette région a son histoire. Des guerriers Foulbé venus d'Afrique du Nord attaquèrent autrefois les tribus qui s'y étaient installées. Combats cruels où les Foulbé eurent le plus souvent l'avantage. Certaines tribus se réfugièrent à l'intérieur des monts Mandara, mais d'autres, tels les Mousgoum, vinrent s'établir dans les marécages du Logone. Pêcher n'est pas seulement un passe-temps pour les Mousgoum. C'est aussi une sage précaution imposée par les sorciers de la tribu pour emmagasiner des réserves en cas de famine. Le village où vont ces porteuses d'eau est construit sur un sol aride, brûlé par un soleil saharien. La forme des cases rappelle celle d'un obus. Elles sont bâties uniquement avec de la terre. Leur simplicité et l'absence de charpente rendent inutile le travail d'équipe. Les mains sont les seuls outils de travail et chacun construit sa case tout seul. Ici aussi, les femmes apportent leur modeste contribution à l'édification de la maison. Leur visage est mutilé, enlaidi, pour que les Foulbé renoncent à les enlever et à en faire des esclaves. La case est formée d'une coquille mince mais résistante dont les nervures entrelacées servent d'échafaudage. Édifice remarquable par son principe de construction et la pureté de sa forme. Le chapeau suspendu viendra coiffer le sommet en période de crue lorsque le Logone débordera. L'influence des guerriers Foulbé ne cesse de grandir dans le Nord Cameroun. Plutôt que de continuer la lutte, les Mousgoum désertent peu à peu les rives du Logone et viennent se fixer chez leurs concurrents. Mais ils perdent en même temps leur tradition et vivent repliés sur eux-mêmes dans quelques quartiers miséreux autour des grandes villes. À quelques centaines de kilomètres de là, dans les monts Mandara, on trouve encore des tribus qui n'ont pas accepté la servitude Foulbé. Non seulement ces tribus vivent à l'écart des envahisseurs, mais elles sont toujours en état d'alerte, toujours prêtes à se saisir de leurs arcs et de leurs casse-têtes pour se défendre.
de la montagne de Douvangar, parmi les blocs rocheux des collines qui l'entourent, se cachent les fermes des paysans Matakam. Pas de terre, ou presque. Le seul moyen d'en avoir, c'est d'aller la chercher dans la vallée. Impossible de faire autrement si l'on veut cultiver le mil pour se nourrir. Mais il ne suffit pas d'ensemencer, encore faut-il pouvoir arroser. Les Matakam, dont la bonne humeur n'est pas altérée par la difficulté, vont puiser l'eau très loin dans des puits profonds creusés dans la vallée. Parmi toutes les coutumes en usage, il en est une qui veut que la potière soit toujours l'épouse du forgeron, chef spirituel du village. Tous les deux partagent la connaissance de l'art du feu. Il arrive que la maladie décime le bétail ou que la tornade démolisse les fermes. Aussitôt, les hommes s'adressent au forgeron pour qu'il consulte les cailloux sacrés. Ce rite mystérieux précède toujours le choix d'un nouvel emplacement pour reconstruire la ferme où elle sera mieux protégée. La demeure du paysan est faite de la réunion de plusieurs cases identiques, reliées entre elles par de petits tunnels. Chaque membre de la famille a la sienne. Mais on y trouve également la case du veau sacré, la case cuisine, la case grenier et celle de la chèvre. La case du chef est toujours à l'entrée de la ferme. De 3 à 4 cm d'épaisseur, la voûte est fixée au plafond par une couronne de pierres juxtaposées. Procédé ingénieux qui permet d'aérer la case qui n'a pas de fenêtre. Chez les Matakam, l'éclairage et le confort sont aussi rudimentaires que l'habillement. L'hygiène aussi.
Depuis qu'il vit sur cette terre, le paysan Matakam a su s'adapter à la nature, à s'en servir et trouve en elle son équilibre pour mener l'existence de son choix. À l'abri dans leurs montagnes, les Matakam n'ont qu'un désir, garder leur indépendance. On ne peut que leur souhaiter de la conserver longtemps.